Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour les résultats de notre screener PEA-PME pour février 2025. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les critères du screener PEA-PME. On est sur donc, une sélection assez large d'industries. J'enlève tout ce qui est banque, assurance, immobilier, donc les rates, automobile, trop cyclique pour moi, et laboratoire pharmaceutique, pour garder que les industries pour lesquelles je suis intéressé. On va se prendre que les actions qui sont françaises et cotées en France. Donc dans le PEA-PME, vous pouvez avoir des actions européennes, mais je trouve qu'en France, on a déjà un bon vivier d'entreprises intéressantes qui sont éligibles au PEA-PME. Et le désavantage d'avoir des entreprises étrangères ou de la zone euro dans un PEA-PME, c'est que souvent vous avez un dividende qui a une retenue à la source et c'est compliqué de récupérer cette retenue à la source en tant que résident fiscal français. Donc limitons-nous aux entreprises françaises cotées en France. Ensuite, les critères quantitatifs, on va se mettre sur des small caps. On va pas aller en dessous, donc on va pas aller sur des micro caps. C'est-à-dire que je mets du 100 millions d'euros, c'est un critère arbitraire, hein, à mon avis. Small cap, ça peut commencer, selon les définitions, plus haut. Bon, on se limite à 1 milliard de market cap. Donc ça nous donne des entreprises éligibles au PEA-PME. Il faut également qu'elles fassent un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard 500 millions. Bon, on va dire que globalement, tout ce qu'on va obtenir dans cette liste, ça va être éligible au PEA-PME. Faites les vérifications de votre côté. On prend les dossiers qui sont pas trop endettés. Donc 3, c'est une limite qui est assez fréquente en finance de marché. 3 fois la dette nette sur EBITDA. On prend une rentabilité qui est correcte à 7% de rendement des capitaux investis, pour s'assurer que l'entreprise arrive à autofinancer au moins partiellement sa croissance. Et on prend des entreprises qui ne sont pas trop chèrement valorisées en termes de price earnings. Donc à vérifier. Ensuite, si les bénéfices nets correspondent bien au free cash flow. Et s'il n'y a pas de dette, on peut aussi regarder en valeur. S'il y a de la dette, on peut aussi regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA pour inclure la dette dans la valorisation. Donc à partir de ces critères, voici la sélection que l'on obtient. J'ai classé donc les résultats par capitalisation boursière, taille de capitalisation boursière, donc les plus grosses en haut. Les différentes colonnes qu'on a, on va avoir le price to free cash flow, donc ça c'est pas mal, ça nous permet de le comparer au price earning. Et donc on va regarder d'ailleurs les free cash flow, est-ce qu'ils sont équivalents aux bénéfices nets. On va voir l'endettement de l'entreprise, on va voir l'industrie dans laquelle opère l'entreprise, et on va avoir un payout ratio et un rendement du dividende, si vous êtes intéressé par les dividendes dans ce genre de dossier. Et on va voir aussi la rentabilité de l'entreprise. On commence tout de suite avec le premier dossier qui sort dans la liste, c'est Manitou, donc il a été étudié sur la chaîne, je vous renvoie vers la vidéo. On est sur une grosse small cap quand même, on est sur 900 millions de market cap, donc ça va commencer à devenir une mid cap si elle continue à progresser. On est sur des bénéfices nets qui sont plus élevés que les free cash flow. Donc le problème sur Manitou, c'est un peu la gestion du BFR, et donc du coup ça impacte les free cash flow. Donc on peut dire que en termes de price earning, on est à 5, mais en termes de price to free cash flow, on est à 7. Donc moi je pense qu'il est préférable de prendre cette métrique là. Et elle est quand même très basse en absolu. 7, c'est vraiment pas cher payé. Après, c'est normal, hein, c'est une entreprise qui opère dans un secteur qui est cyclique. Elle n'est pas trop endettée, donc le dossier n'est pas trop risqué. Il y a un rendement du dividende qui est intéressant, donc il est à 6% à ce prix-là, c'est quand même élevé. Le payout ratio, du coup, est un peu plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque le payout ratio est par rapport au bénéfice net, mais il se paye avec les free cash flow. Donc on doit être autour de 40-45% de payout ratio pour Manitou. Donc pour moi c'est un bon dossier à étudier avec une bonne rentabilité des capitaux investis à 13%. Donc après c'est cyclique, mais de mémoire on a aussi une décote sur les actifs tangibles, ce qui veut dire qu'il y a une marge de sécurité supplémentaire sur Manitou. Donc dossier intéressant à analyser à mon avis. Deuxième dossier qui ressort, c'est Equasense. Donc ça c'est l'ancien PharmaGest Interactive. On est sur un dossier qui est quand même plus chèrement valorisé, hein. C'est une boîte plutôt de croissance. Il n'y a pas d'endettement, donc ça c'est plutôt bien. Il n'y a pas d'endettement parce qu'en fait on a une bonne rentabilité des capitaux investis, donc on arrive à autofinancer la croissance sans trop de problèmes. Ça c'est pas mal. En fait le price earning il a 13 seulement, mais le price free cash flow il a 18 parce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc après ça peut être ponctuel, hein. Si c'est que ponctuel c'est pas un souci. Si c'est structurel, il vaut mieux toujours utiliser le price free cash flow pour valoriser cette entreprise. Un rendement du dividende qui est intéressant déjà, à 3,4%. Donc le payout ratio il est plus proche de 40, il est au-delà des 50%, hein, donc peut-être que ce dividende il va rester à ce niveau-là. Mais à mon avis, c'est Equasense, si vous voulez un petit dossier small cap de croissance, c'est intéressant. La suivante, Mersenne, on l'a mis à jour récemment, elle est dans le fonds
France d'Indépendance AM. On est sur une market cap qui est assez grosse, 527 millions d'euros, c'est pas mal. Alors c'est en dollars ici, donc vous ajustez, hein, ça fera peut-être 500 millions d'euros. Une dette nette qui est à 1,5 fois l'EBITDA, donc c'est pas trop élevé. Le problème qu'il y a sur Mersenne, c'est que sur les 12 derniers mois, il n'y a pas de free cash flow. Donc en price earning, on n'est pas cher, à 6,6, mais en price free cash flow, on est négatif, donc problème. Est-ce que c'est un problème structurel sur les free cash flow, auquel cas ça va se reprendre par la suite, ou est-ce que c'est structurel? À vous de voir dans ce que dit le management. On a un rendement du dividende qui est à 6%, c'est quand même intéressant, mais comme il n'y a pas de free cash flow, il y a de fortes chances que ce dividende il soit coupé par la suite, ou il soit baissé en tout cas. Donc Mersenne, à prendre avec des pincettes, à analyser de près, si vous êtes vraiment intéressé, clarifiez le point sur les free cash flow. La suivante, c'est Groupe Guillain. Donc on l'avait étudié il y a assez longtemps sur la chaîne, j'ai pas mis l'analyse à jour. Si vous voulez l'analyse, dites-moi ça en commentaire. Ou dites-moi ça sur le canal Telegram d'ailleurs, le lien se trouve dans le commentaire épinglé à cette vidéo. On est sur une market cap assez importante, à peu près 500 millions d'euros. Il n'y a pas de dette quasiment, donc ça c'est pas mal. On est sur un price free cash flow de 7 et un P price earning de 7 également. Donc les bénéfices nets et les free cash flow sont à peu près équivalents, donc ça c'est plutôt bien. Rendement du dividende à 4, supérieur à 4%, très bien. Et un payout ratio qui est à 30%. Donc en plus on a un dividende qui a une bonne chance d'augmenter. Ça c'est super. On a une bonne rentabilité des capitaux investis qui est supérieure à la croissance de la boîte, de mémoire, donc on n'a pas de dette, donc on peut s'autofinancer sans problème et verser les excédents de cash aux actionnaires. Groupe Guillain, à mon avis, c'est un bon dossier, donc il est cyclique évidemment, il est très lié aussi à l'économie française, mais il se diversifie géographiquement. Il est dans le fonds France d'Indépendance AM, donc bon dossier à analyser à mon avis. Delta Plus, on l'a également étudié sur la chaîne, il est également dans le fonds France d'Indépendance AM. On est sur quelque chose de cyclique qui font donc des matériaux de protection pour les chantiers, etc. Une market cap supérieure à 400 millions d'euros. Il y a un peu de dette par contre sur le dossier, donc là c'est un peu plus risqué. Attention, on a un price free cash flow de 11 qui est pas très élevé, contre un price earning de 13. Donc les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal. À vérifier si c'est parce qu'il y a moins de dépenses en capital, donc ça voudrait dire qu'on sacrifie un peu l'avenir pour générer les free cash flow, ça c'est un peu dommage. Mais si les dépenses en capital continuent au même rythme qu'avant, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on arrive à convertir de mieux en mieux ces bénéfices nets en free cash flow, par exemple avec une variation favorable du besoin en fonds de roulement. On a donc une bonne rentabilité des capitaux investis, on est près de 10%, ce qui est supérieur également à la croissance, il me semble, hein, donc c'est pour ça que je pense que la dette va quand même baisser par la suite. Un payout ratio de 31%, et en réalité il est plus bas que ça, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, avec un rendement du dividende qui est à 2%, donc c'est pas si élevé que ça, mais du coup il y a de la marge pour l'augmenter. Delta Plus, à mon avis, également un dossier intéressant, à voir ce que dit le management par rapport à la dette, c'est le seul point que je vois un peu négatif sur ce dossier. Line Data Services, on est sur donc une société plutôt logicielle de mémoire, ou en tout cas orientée data, qui travaille avec les services financiers de mémoire. On est sur une market cap qui est proche des 400 millions d'euros. On a un petit peu de dette, pas tant que ça, hein, moins de 2 fois la dette maintenant l'EBITDA, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur un price cash flow de 9 et un price earnings de 13,8, c'est-à-dire que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Toujours pareil, vérifiez si c'est pas parce qu'on baisse les capex, et donc ça c'est un peu dommage, mais si on maintient les capex, c'est peut-être qu'on a une amélioration du besoin en fonds de roulement, et ça c'est excellent. Un bon rendement du dividende à 2,2%, et un payout ratio à 31%, qui est même plus faible que cela, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc il y a de la marge pour augmenter ce dividende sans trop de problème. Line Data Services, qui est pas cher, et il y a une bonne rentabilité, 14,3% de rentabilité, c'est quand même très bon. Donc bon dossier également à analyser à mon avis. Alors, Pull Up Entertainment, de mémoire, c'est une société qui fait des jeux vidéo, de mémoire ils font un jeu vidéo, c'est Warhammer 40 000, quelque chose comme ça, qui est assez populaire je crois. On n'a pas de dette quasiment, mais on n'a pas de free cash flow non plus. Donc, problème, est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel, ponctuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est structurel? Dans ce cas-là, c'est un problème, parce que si une boîte n'a structurellement pas de free cash flow, elle court à la faillite. Donc, vérifiez ce point-là dans ce que dit le management. Ça, pour moi, c'est ce qui me fait tenir à l'écart de ce genre de dossier quand il n'y a pas de free cash flow. Le payout ratio, il est très faible. En fait, ils disent qu'il y a un payout ratio qui est positif, mais il n'y a pas de dividende. Donc peut-être que c'est un bug de Coifin. Vérifiez de l'autre côté. Je pense que la société ne verse pas de dividende, hein, vu que c'est une société de croissance. Un rendement des capitaux investis qui est correct, on va dire, à 8,5. Il faut voir la croissance en face. Si cette rentabilité est supérieure à la croissance, ça va nous permettre d'autofinancer la croissance et peut-être commencer à verser un dividende. Pour moi, il n'y a pas de free cash flow, donc c'est un problème sur cette boîte. ADL Partner, de mémoire, c'est décuple. Il est dans le fonds France d'Indépendance AM.
C'est vraiment on commence à être sur une micro cap à 150 millions de dollars de market cap. On est peut-être à du coup 135 millions d'euros. Pas de dette, ça c'est bien. C'est bien parce qu'on a une bonne rentabilité, les capitaux investis. Et donc on peut s'autofinancer, je pense. La croissance doit être inférieure à ce rendement, donc à cette rentabilité. Donc très bon. On a vraiment du dividende qui est proche des 3%, ce qui est intéressant. En plus, on a un payout ratio qui est assez faible, à 31%. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc ce payout ratio est plus faible que ce qui est indiqué ici. Donc Decuples ou Adel Partners, c'est à mon avis un bon dossier. Il y a de la croissance en plus, il me semble, sur ce dossier-là. Donc pas mal, hein. C'est pas cher, il y a une bonne rentabilité, une bonne rentabilité, un bon dividende, et ce dividende est bien sécurisé. Donc pourquoi pas ADL Partners à creuser si vous êtes intéressé. Compagnie du Mont Blanc, problème, il n'y a pas de free cash flow, donc on est sur l'hôtellerie-restauration, donc voilà, ça va dépendre du tourisme en France. Donc je sais pas si, je pense que c'est cyclique, ça dépend aussi de la santé du consommateur français ou étranger qui est en France. En price earning, c'est pas cher, on est à 6. Maintenant, il n'y a pas de free cash flow, donc est-ce que c'est structurel ou est-ce que c'est conjoncturel? À clarifier dans les publications passées. Et qu'est-ce que dit management à ce propos-là? Le rendement du dividende est élevé, avec un payout ratio seulement 30%, mais comme il n'y a pas de free cash flow, en fait, ce payout ratio il est supérieur à 100%, ça veut dire qu'on s'est endetté pour verser le dividende. Donc peut-être que c'est ponctuel, à clarifier de votre côté. Donc voilà pour cette revue de la liste des actions PEA-PME pour février 2025. S'il fallait choisir des dossiers, mes préférés dans cette liste, donc on aurait Groupe Guillain, qui est quand même pas mal, Manitou, également qui est intéressant, donc les deux sont cycliques, et si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire moins cyclique, je pense, bien que ça soit également un peu cyclique, vu qu'on est sur les small caps en général, c'est plus cyclique, Decuples, je pense, ou Adel Partners, c'est quand même aussi pas mal intéressant, et à Challenger, je mettrai Delta Plus. Voilà pour cette revue du screener, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.